Alors, Michel Maillat, maire de la commune de Tramail depuis 1995. Je n'ai pas lâché le poste depuis, c'est mon 5e mandat. Voilà, donc on a essayé au niveau de la commune d'avancer sur certaines thématiques, en particulier environnementales, mais ça concerne aussi le social pour bien des sujets, dont par exemple des accueils de réfugiés. Alors, que dire de Tramail? Tramail est une petite commune rurale que vous allez retrouver dans le sud de la Bourgogne, vraiment sud. D'ailleurs, on est limitrophe avec le département du Rhône. Hein. Voilà. C'est une commune rurale, un peu plus de 1000 habitants, qui a la particularité quand même de présenter tous les commerces et services. On y retrouve tout ce que l'on veut, si bien qu'en période de confinement, on y est heureux en fin de compte. On a ce qu'il nous faut. Donc c'est une commune assez agréable. Elle est vallonnée, du point de vue touristique, ça se passe aussi pas trop mal. Si je fais un petit peu l'historique de l'opération accueil de réfugiés sur la commune de Tramail, eh bien ça a commencé en 2015, à une époque où les médias s'accaparaient du dossier d'accueil. On voyait beaucoup de réfugiés qui, hélas, mouraient sur des trajets, et donc il fallait vraiment faire quelque chose. Par le fait que le gouvernement a fait des appels à candidature auprès des collectivités territoriales, on a levé le doigt, on a dit bah, pourquoi pas, justement, on a tous les commerces, on a les services, on peut peut-être accueillir, voilà. Donc on a levé le doigt. On l'a rebaissé 6 mois après, parce qu'il a bien fallu 6 mois avant qu'effectivement, au niveau de la préfecture, on prenne notre candidature en considération, qu'on leur explique que oui, on avait vraiment envie, qu'on était prêt à, et puis qu'on avait aussi pas mal d'habitants qui étaient prêts à nous accompagner, à aider la municipalité dans cet accueil. Pour tout dire, on a même monté un collectif avant même d'avoir les premiers réfugiés arrivés. Donc on avait déjà toute la structure, on avait suivi des conseils de Thésée qui avaient déjà quelques expériences en la matière, et donc on a essayé d'être fin prêt, aussitôt que, enfin, nous allions avoir des réfugiés sur la commune. Voilà. Donc ça s'est mis en place progressivement, on a mis un petit peu de temps. On avait des logements, bon, il a fallu les rénover un petit peu, il a fallu les équiper aussi. Alors on a une chance assez grande, c'est qu'on a une association de sauvegarde du patrimoine qui récupère beaucoup de matériel, qui fait de la brocante, etc. Et donc qui peut nous fournir aussi. Voilà. Et donc grâce à ça, je dirais, l'équipement des logements se fait tout naturellement. Ça procède des dons, pratiquement. Donc c'est très agréable de ce côté-là aussi. Il y a sur ce genre de dossier, moi j'ai découvert une énorme solidarité, soit des habitants, véritablement les Tramaillons, mais pas que. On a aussi beaucoup d'habitants des communes voisines qui avaient envie de faire quelque chose et qui sentaient bien que dans un village où on n'a pas tous les commerces, c'était difficile de faire ces accueils. Dans un ancien chef-lieu de canton, c'était plus facile. Donc ils apportaient leur bien-être, ils apportaient aussi de l'envie pour venir contribuer à cet accueil en se considérant pas Tramaillon, pas sans poignard, mais simplement habitant du territoire. Je sais que l'un des gros sujets au début de l'accueil de personnes nouvelles sur la commune était, premièrement, est-ce qu'ils vont bien s'intégrer? Ça, c'est une des bonnes questions. Et puis surtout, mais ça va être des étrangers, ils ne vont pas parler notre langue, comment on va faire, etc. Enfin bon, et puis est-ce qu'il faut vraiment qu'on accueille ces nouvelles personnes, quoi? Et puis quand on grattait un petit peu dans les discussions, on se rendait compte qu'en remontant 2, 3 générations, on arrivait à des gens qui avaient migré, alors peut-être pas de 500 km, mais qui avaient migré de la Creuse pour venir à Tramail, ou qui, etc. Enfin, quand on regarde bien, il y a toujours eu ce phénomène migratoire, plus ou moins accentué. Là, il commence à être international parce que, évidemment, les distances se sont raccourcies avec les moyens de transport, mais ce phénomène a toujours existé quand on regarde bien.
Et ça, je crois que c'est important de se le dire. On n'est pas... on a des racines, c'est très clair. On est né à un endroit, donc on a des racines. Ok. Mais on peut être déraciné à tout moment de notre vie, pour des raisons familiales, de santé, de guerre, etc. On peut être déraciné à tout moment et trouver un point où on peut replanter des racines, c'est extrêmement important. Je crois qu'il faut se le dire, nul n'en est à l'abri. On le voit bien actuellement avec des gens qui étaient presque dans l'Europe, nos Ukrainiens, c'était pratiquement l'Europe. Voilà, et on a connu ça il n'y a pas si longtemps. Il me semble que la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi des mouvements de population assez conséquents. Donc voilà, il faut qu'on garde ça en mémoire. Il faut qu'on se dise qu'on emprunte un morceau de terre à un moment donné pour nous, mais ce morceau de terre, éventuellement, il serait amené à se déplacer. Alors si on refait véritablement l'historique, nous avons eu en 2016 cette arrivée tout d'abord d'une famille afghane, donc les parents, 3 enfants, qui ont été accueillis au mois de juillet, et puis tout de suite après, au mois d'août, une famille syrienne, les parents, 4 enfants. Donc ça a été, entre guillemets, première vague, je dirais, dans l'hypothèse du collectif que nous avions monté. Donc cette intégration, alors au début ça a été un peu délicat parce que arrivé en période estivale, on n'a pas nécessairement tous les services à disposition, hein. Il y a des périodes de congés, etc. Donc ça a été un peu délicat, il faut le reconnaître. Il y a eu des temps de tension, il faut le dire, parce qu'on pensait qu'on allait obtenir plus rapidement telle chose, on pensait que, etc. Donc il y a eu quand même des périodes un petit peu délicates, mais néanmoins, avec la bonne volonté de tous, ça s'est lissé au fil du temps, sachant qu'au fil du temps, effectivement, les services de l'État ont pu apporter des compléments, et donc ça s'est bien passé. Et donc, ces 2 familles, ma foi, je pense qu'elles sont contentes d'être arrivées à Tramaï. J'en veux pour preuve qu'elles y sont toujours. Elles s'y sentent bien, les enfants font la scolarité à Tramaï. Quand il y a la fête des conscrits et que c'est de leur âge, que c'est les 10 ans, allez hop, on va faire la fête, etc. Donc ils sont vraiment intégrés. Et puis, eh bien, cette intégration s'est bien passée et c'est devenu presque du commun. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins besoin d'accompagnement. Alors il y a toujours besoin un peu, hein. Par exemple pour des transports ou pour l'apprentissage du français, parce qu'il faut passer le B1, le B2, etc. Bon, voilà. Et donc il faut toujours accompagner un peu, mais beaucoup moins. Et donc progressivement, je dirais, ils se sont fondus dans la masse de façon assez naturelle. Et là est arrivée l'Ukraine. Alors quand je dis l'Ukraine, je dirais plutôt Poutine, mais voilà, est arrivé un événement auquel on ne s'attendait pas, et donc on s'est retrouvé à nouveau confronté à ce problème. Que faisons-nous? Est-ce qu'on se contente de faire des chèques? Est-ce qu'on se contente d'envoyer des vêtements? Est-ce qu'on se contente ou est-ce qu'on est un peu plus proactif? Alors proactif, ça veut dire on se met sur une liste au niveau de l'État pour attendre que l'État nous attribue des personnes qui sont arrivées dans des camps quelque part. Donc ça, c'est une première formule. Ou alors, et ça a été la formule retenue avec le Clunisois qui l'a initiée, cette formule, on se prend par la main et on va chercher à la frontière ukrainienne. On va chercher des personnes qui sont en désuétude, qui sont en transhumance, qui ont besoin d'un abri relativement urgent. Et donc ça a été le cas. Il y a eu donc ce voyage organisé, il faut bien le dire, par le Clunisois qui nous a associés à la démarche parce qu'il connaissait notre envie d'œuvrer. Et donc on a pu profiter de ce voyage pour effectivement avoir des personnes de la commune qui ont fait le trajet, qui sont revenues avec des Ukrainiennes, qui en ont ramené plus que nous n'avons pu accueillir, mais on a au final on a au final hébergé quelques Ukrainiennes sur notre commune. Là où c'est intéressant, c'est de constater que
la première arrivée, on avait une mère, enfin une femme, plus une mère et 2 enfants, donc 4 personnes. Ces 4 personnes ont dû, je pense, bien apprécier Tramail, puisqu'elles ont décidé de faire un petit peu la publicité de Tramail auprès d'autres personnes restées en Pologne, en Ukraine, etc. Et donc maintenant, on voit arriver de nouvelles vagues, on voit arriver des personnes, et cette fois, on ne prend même plus la peine d'aller les chercher, on leur dit simplement que les transports en Europe sont gratuits pour eux, et donc si vous arrivez un petit peu plus proche de nous, après on ira vous rechercher, il n'y a pas de problème. Si c'est à 100, 200 km, c'est pas un problème. Bon, donc c'est ce qui s'est passé sur une 2e vague là, et puis on attend bientôt une 3e vague. Donc progressivement, on augmente, et ça c'est intéressant je pense, on augmente un petit peu cette communauté. Parce que je pense que c'est aussi intéressant que les personnes se retrouvent entre elles et fassent aussi une communauté, qu'elles puissent se retrouver entre elles, qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent... bien entendu, on sera toujours à leur côté, mais c'est, je pense, aussi important qu'elles puissent discuter de ce qu'elles ressentent entre elles, au niveau de leur pays, au niveau de leurs maris qui sont restés là-bas, de leurs parents, etc. Nous, on a le problème de la langue. Même si on a des systèmes de traduction, même si on a des personnes qui peuvent nous aider à traduire, on aura toujours un peu cette frontière qui va s'estomper progressivement parce que les gens ont envie d'apprendre le français, mais il y a cette frontière qui fait que c'est pas aussi facile, je dirais, à échanger avec elles. Et puis elles n'ont peut-être pas non plus envie de s'ouvrir complètement à nous. On peut le comprendre, elles ont peut-être envie de garder en elles certaines choses dont elles vont discuter plus facilement avec, je dirais, des concitoyennes. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que notre petite commune est un Eldorado. Tout ce que je sais, c'est que nous avons cette chance, nous, d'habiter dans un endroit où nous ne rencontrons pas ces types de problèmes. On ne choisit pas l'endroit où l'on est. On ne choisit pas notre nationalité de naissance, on arrive à un endroit. Et après, on a de la chance ou on en a moins. Et donc, nous, on a eu cette chance d'être ici dans un endroit calme. Il me semble tout à fait normal de partager ce calme envers des personnes qui, momentanément, rencontrent de très grosses difficultés. Donc ça, c'est de l'humanité. C'est indispensable. Ce qu'on peut regretter, bien entendu, c'est ces phénomènes de guerre, ces phénomènes qui créent des tensions. Mais je dirais même indépendamment des phénomènes de guerre, les migrations, comme je le disais, ont toujours existé. Elles vont continuer d'exister. Et je pense, en mon fort intérieur, qu'elles vont même être amplifiées par les phénomènes de dérèglement climatique. Et ça, il faut se dire qu'il faut absolument qu'on travaille sur ces accueils, que l'on puisse effectivement héberger des personnes qui, si je reprends l'exemple du dérèglement climatique, c'est nous autres Européens qui sont les plus gros pollueurs, et puis c'est malheureusement les autres qui sont obligés de quitter leurs îles. Voilà, bon, eh ben, il faut qu'on les accueille. Il faut, ne serait-ce que par respect des personnes à qui on n'a rien demandé, mais à qui on a envoyé des tonnes de CO2. Je regardais le journal à midi, et dans le journal, il y avait un chiffre qui m'a interpellé. À ce jour, donc on est le 15 avril, 28 000 réfugiés ukrainiens en France sont hébergés. 28 000. Et j'en parle avec ma femme, et puis elle me dit, ah ben c'est beaucoup. Et là, je me retourne vers elle et je lui dis, on a 36 000 communes. C'est même pas une personne par commune. Est-ce que c'est vraiment beaucoup? La réponse pour moi est non. Pourquoi on ne fait pas plus? Pourquoi on ne peut pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que quand on est en responsabilité, qu'on a une commune à gérer, on ne prend pas cette décision toute seule. Tout seul, on commence déjà par en discuter avec les élus. Et on se dit, on peut pas. On a de la disponibilité, on a des gens qui pourront nous accompagner, etc. À partir de l'instant où les feux sont au vert,
il faut y aller. Il faut même plus se poser la question. Alors à la limite, s'ils sont orange, il faut les rendre verts pour y aller. Voilà, il faut aplanir les éventuelles difficultés pour aller de l'avant. Enfin, à nouveau, on est à l'abri de rien. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que dans quelques années, ça sera nous qui serons obligés de nous déplacer, etc. Je dirais, c'est de la solidarité humaine. Voilà, enfin, il faut penser que ces personnes n'ont pas demandé à migrer, n'ont pas demandé à être déplacées. Non. Elles sont obligées de le faire. Essayons de les accompagner de notre mieux.